Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce journal. Des experts français et ceux de 7 pays de la sous-région réfléchissent sur la lutte contre la criminalité organisée en Afrique de l'Ouest. Ouverte hier à Abidjan en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, ces travaux visent à accentuer les mesures préventives afin de mieux faire face aux migrants criminels transrégionaux. On en sait un peu plus avec Michel Digré. L'insécurité transrégionale qui prévaut en Afrique de l'Ouest suscite des réflexions sur le rôle que peuvent jouer les forces de sécurité intérieure, notamment dans la lutte contre la criminalité organisée. Face à la menace, il est plus qu'urgent de fédérer les forces et les expertises. Il est important de faire bouger les lignes par des approches croisées. Sud-Nord, certes, mais aussi police, renseignement, université, société civile, avec une nécessaire ouverture dont nous allons créer ici aujourd'hui à Abidjan les conditions. Pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d'Ivoire, seule une stratégie de prévention efficace permettra de parer à toute situation. Les budgets des missions de maintien de la paix, ces chiffres en des millions de dollars, on ne fait jamais assez pour analyser les événements et les prévenir. Et je pense que ce que nous faisons ce matin est très important. Et si nous le faisons bien, cela devrait radicalement changer les choses sur notre continent. Parce que toutes ces crises sont prévisibles. Et aujourd'hui, nous avons les moyens humains et techniques pour faire des croisements, pour faire la bonne analyse, pour décliner et prévenir ces situations. Les travaux des experts de la CEDEAO et ceux de la France permettront de dégager une approche globale de la réforme des forces de sécurité intérieure. Il s'agira également d'harmoniser une procédure judiciaire commune dans le traitement des menaces transnationales. Une réunion s'est tenue lundi dernier dans les locaux du ministère de la Solidarité, de la Famille et de la Femme et de l'Enfant entre la ministre Anne-Désirée Oloto, les représentants de certains ministères dans la Défense, l'Intérieur, la Justice et des organisations de la société civile. La rencontre a tablé sur le phénomène d'enlèvement d'enfants et des propositions de solutions en vue de répondre efficacement aux attentes des populations plongées dans la psychose ont été trouvées. Maïsako. Selon des chiffres officiels, une vingtaine d'enfants ont été enlevés et tués en l'espace d'un mois en Côte d'Ivoire. Les enlèvements d'enfants qui ne cessent de défrayer la chronique préoccupent au plus haut point le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. À côté des initiatives d'ordre sécuritaire prises par le gouvernement, il a décidé de mobiliser tous les acteurs de la société autour de la lutte contre cette pratique. Nous avons ici tous les ministères techniques concernés, l'Éducation nationale, la Justice, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur également, qui ont des représentants avec nous et qui travaillent donc à cette sensibilisation. À cela, nous avons la société civile. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour lancer un appel aux parents, aux femmes, afin que nous puissions prendre nos responsabilités en tant que parents pour être de véritables partenaires de l'État en matière de protection de l'enfant, n'est-ce pas? Et faire en sorte que jamais nos enfants ne soient laissés seuls. Le ministre Anne-Désirée Oloto envisage d'organiser dans les prochains jours une table ronde qui verra la participation d'experts pour mieux comprendre les enlèvements d'enfants, mais aussi pour affiner la stratégie de son ministère en vue d'éradiquer ce phénomène. Phénomène donc de rapt d'enfants toujours avec Anne Zelikaïoura. On fait le point des mesures prises par le gouvernement. Enlèvement et assassinat d'enfants. Le gouvernement met le holà et le président de la République Alassane Ouattara a donné le ton. Le chef de l'État qui a condamné samedi dernier avec fermeté ces crimes odieux de nature à saper les efforts du gouvernement pour restaurer l'image de la Côte d'Ivoire. Je voudrais rassurer tous nos concitoyens et toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire que le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires. Je voudrais donc vous dire que nous continuons de traiter ce problème avec la plus grande fermeté.
Ce phénomène est inacceptable, indigne de la Côte d'Ivoire et indigne du climat apaisé que nous voulons pour nos concitoyens dans notre beau pays. Face au phénomène, des mesures importantes ont été prises. Plusieurs numéros verts mis à la disposition de la population pour dénoncer tout cas suspect. La mise en place d'une équipe de coordination renforcée, notamment par des experts de l'ONUCI et des sociologues pour démasquer les commanditaires. Le déploiement de 1500 hommes, dont 300 gendarmes et 200 militaires autour des zones sensibles, avec des moyens conséquents pour accomplir leur mission. Des mesures qui rassurent les populations. Ces dernières veulent cependant que les effectifs du dispositif sécuritaire soit encore revue à la hausse. Avec la présence de la sécurité, je crois que c'est une bonne chose. S'il y en a un peu plus, je crois que ça nous ferait plaisir. Elle est la bienvenue, cette mesure. Qu'on nous donne encore plus de policiers que de choses. Si chaque école pouvait avoir au moins 10 policiers devant, ça nous rassurerait plus. Des forces de l'ordre positionnées ou en patrouille autour des plans d'eau, des forêts, des cybercafés et des établissements scolaires. Sur le terrain, la mesure prend forme. Les forces de l'ordre marquent une présence discrète mais rassurante. Au niveau de notre lycée, nous avons un voisinage heureux avec la présence aussi de l'escadron de gendarmerie. Il faut dire qu'à notre niveau, il n'y a pas de problème. On a eu plusieurs fois l'intervention des corps habillés au niveau de l'école. Donc on est en sécurité. Au nombre des actions menées pour enrayer cette vague d'enlèvements et de meurtres d'enfants, la fermeture par la gendarmerie nationale de près de 550 cybercafés non autorisés. Quant aux autres, ils devront fermer leurs portes à partir de 21h. Puis que la mesure a été prise, j'ouvre à 7h30, je fais ma 21h. Il a été dit. Une fois qu'il est 18h, j'informe les clients. Là, comme ça, chacun prend ses dispositions. Une chose est certaine, la guerre est ouverte contre les enleveurs d'enfants et leurs commanditaires. La traque contre les suspects porte déjà ses fruits. Près de 1000 personnes ont été interpellées. Un signal fort est ainsi donné par le gouvernement qui est décidé à en finir avec ces crimes révoltants qui ternissent l'image de la Côte d'Ivoire. Le phénomène d'enlèvement d'enfants a amené de nombreux parents d'élèves à retirer leurs enfants des écoles. Face à cette situation, certains chefs d'établissements scolaires ont pris des mesures en vue de protéger les élèves, surtout les tout petits, de ce phénomène qui ne cesse d'endeuiller les familles. Pargasso reconnaît. Élèves, parents d'élèves, chefs d'établissement scolaire, tous sont inquiets face au phénomène d'enlèvement d'enfants. Les acteurs du système éducatif s'organisent. Madame le ministre nous a tout de suite demandé d'organiser des comités, d'asseoir des comités de vigilance dans les écoles. Après la réunion avec Madame le ministre, nos supérieurs hiérarchiques nous ont rendu compte. Et lorsqu'ils nous ont rendu compte, ils ont jugé nécessaire qu'on mette en place vraiment des éléments qui puissent nous éviter l'enlèvement des enfants. Que ce matin, nous avons convoqué les parents d'élèves. À partir de 8h, ils sont arrivés massivement. À l'école maternelle Gare Sud de Yopougon, le sujet est même évoqué au cours d'une réunion d'explication et de sensibilisation. C'est bon ce qu'ils nous a dit là, c'est pour nous bien. On nous a dit d'envoyer les enfants en l'heure, de venir les chercher en l'heure. C'est bien parce que c'est dans notre propre intérêt. Il est 11h30. Direction le groupe scolaire Kestab. Ici se trouve l'école maternelle Kestab. Pour ne pas prendre des risques, parents et nounous attendent leurs enfants au portail. À la sortie des classes et après présentation de la carte d'accès, chaque parent tient bien en main son enfant. Quand on a inscrit les enfants, c'est mon nom, ils ont donné là-bas. Et puis on m'a donné les cartes pour les deux. Sans les cartes, je ne peux pas les retirer. Dans le même groupe scolaire, l'école primaire Kestab 3. Nous retrouvons Souleymane, l'élève qui a échappé la semaine dernière à un enlèvement. Il est de retour à l'école et demande à ses amis de respecter les conseils des parents. L'enlèvement des enfants, le phénomène inquiète. Le gouvernement qui a pris des mesures en vue de mettre fin à cette situation invite les populations à la vigilance et au calme. La vigilance et le calme donc dans nos établissements. Reportage signé par Gassoro Kone. Une étude sur la localisation géographique des établissements scolaires des directions régionales d'Abidjan a été menée par le Comité national de télédétection et d'information géographique. Les résultats de cette étude ont été restitués au cours d'un atelier. Il s'agit d'un ensemble de données qui permet d'estimer les besoins futurs d'éducation au niveau national et de prévoir les mesures à prendre pour les satisfaire. Reportage Francis Boifo.
L'école obligatoire en passe de devenir réalité. Le projet prendra forme dès la rentrée scolaire 2015-2016. Il concerne tous les enfants en âge d'aller à l'école. Pour la réussite de ce projet, le gouvernement compte mettre à la disposition du système éducatif ivoirien des infrastructures de qualité. À cet effet, une étude a été menée par le Comité national de télédétection et d'information géographique en collaboration avec la Direction des stratégies, de la planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Cette étude, qui a bénéficié de l'appui de la Banque mondiale, a abouti à l'élaboration d'un logiciel dénommé SIG Carte scolaire. C'est une base de données actualisée sur la position de 3734 établissements scolaires du district d'Abidjan, mise à la disposition du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Aujourd'hui, nous assistons à la restitution du projet de la géolocalisation des établissements dans le DRENET 1, 2, 3 et 4 d'Abidjan. Et cela a permis en fait de pouvoir repérer chaque établissement qui se trouve sur le territoire de ces 4 DRENET, de sorte à ce que cela soit inséré dans l'outil qui a été développé au préalable qu'on appelle SICA scolaire. Et ça devait permettre à la direction de la planification et bien entendu au ministère de l'Éducation nationale de pouvoir faire la planification et puis les prévisions en ce qui concerne les créations des écoles et puis la rationalisation et puis l'accroissement de la qualité de leurs services. Souvent, lorsque nous faisons la collecte d'informations statistiques, il y a des écoles que nous ne retrouvons pas. On ne sait même pas l'emplacement de ces établissements. Et c'est ce qui nous a fait penser à une géolocalisation, comme on le fait dans les pays développés. Donc c'est vraiment une innovation qu'il faut que nous exploitons au maximum. Cette carte scolaire va surtout aider l'État, les collectivités locales et les partenaires du système éducatif dans la prise de décisions et de mesures visant la bonne gestion de l'école ivoirienne. La page économie de cette édition, à présent la deuxième édition du forum Diaspora for Growth, a clos ses portes. Le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, principal initiateur du forum, s'est déclaré satisfait du niveau de participation des membres de la diaspora. 500 étaient attendus, 1200 sont arrivés avec environ 400 venus d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Premier acquis souligné par les participants, le caractère novateur de la prise en compte de la diaspora comme force d'investissement pouvant contribuer au développement économique. Noël Niagno, compte rendu. Fini la deuxième édition du forum Diaspora for Growth. Le CPC, Centre de promotion des investissements, principal initiateur de la rencontre, a souligné une forte participation de cette diaspora ivoirienne. 1500, là où il était prévu 500. Sur les 1500, 400 sont venus d'Europe, d'Asie et d'Amérique. On a noté également plus de 200 rencontres d'affaires et 7 panels. Des panels, il est ressorti des problématiques pour une meilleure contribution de la diaspora à la vision 2020. La problématique de l'intégration effective de la diaspora à tous les niveaux dans l'économie ivoirienne. La problématique de la fiabilité et la régularité des sources de données sur la diaspora. La problématique de l'accueil de la diaspora ivoirienne. La problématique de la sécurisation des contrats par les actes notariés, la faiblesse du financement des projets immobiliers des Ivoiriens de l'étranger et la problématique globale du financement des investissements. Le gouvernement, quant à lui, a pris la ferme résolution d'apporter des solutions idoines à ces problématiques parce que la diaspora doit être une force d'investissement et le gouvernement va se donner les moyens de traduire cela en actes. L'appui des diasporas apparaît comme une véritable stratégie pour impulser une mobilisation des ressources tout en garantissant les intérêts des contributeurs que vous êtes dans le cadre de la promotion des investissements pour une croissance économique et un développement humain fondé sur des bases solides. Je voudrais vous réitérer l'engagement du gouvernement à prendre en compte avec célérité les conclusions de ce forum afin de les traduire en mesures et actions concrètes. Je dis bien pour les traduire en mesures et actions concrètes. Les acquis immédiats des participants restent l'accès à l'information juste. Mon mari et moi, en ce moment, par exemple, on pense à acheter une maison. Donc le panel sur l'immobilier nous a vraiment, m'a vraiment intéressé. Je suis très fier d'avoir participé à ce forum et
d'autant plus fier que la conclusion a laissé entendre dire que dorénavant, et ça l'était déjà d'ailleurs, parce que ce n'est pas un événement, les actes en matière immobilière seront passés par devant notaire et impérativement. Pour mémoire, la diaspora ivoirienne a transféré en 2012 plus de 150 milliards de francs CFA, chiffre de la Banque mondiale. Le SARA, le Salon de l'agriculture et des ressources animales, aura lieu du 3 au 12 avril prochain, la capitale économique à Abidjan. Donc, pour la réussite de ce rendez-vous de promotion du label agricole ivoirien, le ministre de l'Agriculture a rencontré ce lundi les ambassadeurs accrédités auprès de la République de Côte d'Ivoire. Objectif, les impliquer dans la mobilisation des opérateurs économiques étrangers. Lancine Bakayoko, Francis Boifo. Sensibiliser aux enjeux du Salon de l'agriculture et des ressources animales Sahara, présenter les potentialités agricoles locales, inciter les hommes d'affaires étrangers à investir dans le secteur. Voilà les objectifs de la rencontre que le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a eu avec les ambassadeurs en poste à Abidjan. Ce que nous attendons, c'est qu'ils puissent relayer le message de notre pays auprès des institutions de leur pays et auprès du secteur privé, parce que notre pays, en ce qui concerne l'agriculture, a un rôle à jouer dans la sous-région. Le Sahara marque l'ambition du gouvernement de garantir le leadership agricole de la Côte d'Ivoire au niveau sous-régional. Il s'inscrit dans le programme national d'investissement agricole PINIA, dont le financement prévisionnel se chiffre à 2040 milliards de francs CFA. 60% de ce montant sont réservés à l'investissement privé et associatif. Avec des surfaces cultivables importantes et des ressources en eau abondantes, les potentialités agricoles, animales et forestières offrent de véritables opportunités d'investissement rentables. Des opportunités que les ambassadeurs entendent capitaliser. Je suis très heureux de pouvoir participer à véhiculer ce message à nos entrepreneurs chinois pour qu'ils puissent venir massivement et aussi discuter comment on peut promouvoir la coopération non seulement dans les infrastructures mais aussi dans l'agriculture. Ces échanges avec les diplomates font suite à ceux avec les présidents des conseils régionaux. Ils visent à faire la promotion de la 3e édition du Sahara prévue du 3 au 12 avril prochain à Abidjan. Le reportage de Lancine Bakayoko a été commenté pour vous par Francis Boifo. Depuis le lundi 26 janvier, les clients qui avaient leur compte à l'ex-BFA, la Banque pour le financement de l'agriculture, aujourd'hui en liquidation, peuvent entrer en possession de leur argent. Cependant, ces clients ne se bousculent pas pour aller se faire payer. Les trésoreries mobilisées à cet effet affichent près de 2 semaines après des taux de paiement bas. Notre constat, il est réalisé par Jean-Luc Bangbo. La trésorerie générale d'Abidjan Centre fait partie des 13 trésoreries sur l'étendue du territoire chargées de payer les avoirs des clients de l'ex-banque pour le financement de l'agriculture. Depuis le lundi 26 janvier, certains clients de cette banque, dont la liquidation a été annoncée le 1er octobre 2014 par l'État en raison d'un déficit structurel, sont invités à passer à la caisse. Il s'agit de ceux dont le montant des dépôts est compris entre 5 000 et 200 000 francs CFA. 2 semaines après le début de l'opération de remboursement, les guichets restent désespérément vides. L'affluence est assez basse. On n'a pas d'affluence et nous pensons que certainement les clients n'ont pas eu l'information, ils n'ont pas été assez informés, donc on n'a pas d'affluence. Au niveau de la trésorerie générale d'Abidjan Sud, nous avons dans notre portefeuille 876 déposants à payer. Sur les 876, depuis le début de l'opération, nous n'avons payé que 42. Et pourtant, des dispositions particulières ont été prises pour garantir aux clients un paiement aussi bien rapide qu'aisé. Recevant les vœux de ses collaborateurs la semaine dernière, la ministre en charge de l'économie et des finances, Kabaniale, est revenue sur le dossier. Aux partenaires de la BFA et aux petits déposants que nous suivons avec beaucoup d'intérêt ce dossier et leur dire également que des instructions ont été données donc aux liquidateurs pour que les petits déposants soient
désintéressés dans les meilleurs délais. Si pour le moment, aucune date butoir n'a été fixée pour les paiements de cette première tranche, les responsables du Trésor invitent néanmoins les clients à se présenter dans les différentes trésoreries afin d'éviter les bousculades des derniers moments. Et puis, culture, pour terminer, la tradition a encore été respectée au Conseil des rois et chefs traditionnels. Une délégation de cette organisation a visité le royaume du Djuablin. Il s'agit pour cette délégation de présenter les vœux de Nouvel An au président Nana Agnini-Bile II, président du Conseil des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Il a été question au cours de cette rencontre du nouveau statut des rois et chefs traditionnels et aussi de leur chambre qui sera bientôt installée. Reportage signé Mamadou Kwasi. Des rois et chefs traditionnels chez Nana Agnini-Bile II, roi du Djuablin. La délégation du Conseil des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire sacrifiait la tradition en présentant ses vœux à son président. Cette rencontre de convivialité était l'occasion pour les têtes couronnées de faire le point des actions déjà menées en faveur de la paix et de la cohésion en Côte d'Ivoire. Pour 2015, les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire souhaitent des élections apaisées et transparentes. Ils invitent les acteurs politiques à la modération dans les propos afin de préserver la cohésion et la paix qui règnent déjà en Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc nos cas doivent comprendre que le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Et le pouvoir, c'est une chaise, c'est pas un banc. Et Dieu donne à celui qui sait le faire. Et nous allons aider ceux qui pourront le faire mieux pour que la Côte d'Ivoire puisse se développer. Parce qu'il faut bannir, nous a laissé un bel héritage que nous devons pouvoir entretenir. Les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara, et à son gouvernement pour leur nouveau statut. De la prochaine chambre des rois et chefs traditionnels, il en a été également question au cours de cette rencontre. Nana Agnini-Bile II et ses pairs s'engagent à relever ce défi pour la réussite de leur nouvelle mission. Nous allons faire en sorte que l'unité puisse régner entre nous, que nous devons comprendre que c'est un cadeau que le président de la République nous a donné et que ce cadeau, par notre faute, ne doit pas être un cadeau empoisonné. Et nous faisons confiance aux chefs traditionnels parce que depuis la nuit des temps, ils ont été toujours aux affaires pour la cohésion sociale. La Chambre des rois et chefs traditionnels sera installée ce premier trimestre 2015 avec un budget d'environ 5 milliards de francs CFA, a confié le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, au cours d'une cérémonie tenue à Boisson en début d'année 2015. Et elle fonctionnera selon lui comme le Conseil économique et social. Avant de nous quitter, sachez que c'est ce soir, ce mercredi 4 février donc, que débuteront les demi-finales de la CAN 2015 avec l'opposition RDC Côte d'Ivoire. Ce sera à Bata à 19h. Voilà, merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la chaîne qui rassemble.